Bonjour, nous assistons depuis des semaines à un véritable cirque politique, mis en lumière lors de la présentation de politique générale du Premier ministre Michel Barnier début octobre devant les députés. Cirque politique, oui, avec ses acrobates, ses équilibristes et surtout ses clowns, avec ses vieux crabes aussi, associés aux jeunes macronistes ou jeunes républicains dont on ne sait où ils ont fait leurs armes ou leurs preuves. Soit dit en passant, tout ce beau monde n'est que le produit du Front républicain, décrété par la gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête, et par Macron en personne lors des dernières élections législatives. Le cirque, oui, le cirque. Le spectacle serait à la fois pathétique, tragique, comique, si le contenu ne venait nous ramener aux réalités d'un capitalisme qui veut administrer à la France la potion grecque. Au nom de la dette, le gouvernement Macron-Barnier veut taper fort, veut taper très très fort. Plan d'austérité dans la fonction publique, avec pour le symbole l'annonce de 4000 postes d'enseignants qui devraient être supprimés. Les retraités, dont on repousse de 6 mois la revalorisation des pensions dans l'attente d'une nouvelle réforme assassine. Les ménages, qui auront à subir un nouveau matraquage sur le terrain de l'énergie. Et puis en même temps, la vente à la découpe du pays, dont Macron, avec Alstom, avait montré qu'il était un expert, se porte bien. Doliprane, vendu par exemple par Sanofi, devrait tomber dans l'escarcelle des Américains. Malgré les déclarations des uns ou des autres, tout cela est le produit de l'union sacrée qui fonctionne à merveille. Et dans ce marasme général, la place centrale est occupée par le Rassemblement national. C'est lui qui distribue les rôles, c'est le Rassemblement national qui arbitre, c'est lui qui décide. C'est lui qui tient dans ses mains la vie en sursis de ce gouvernement illégitime, suspendu au bon vouloir et aux lèvres de Marine Le Pen. Le Rassemblement national a fait un choix responsable. Refuser de censurer a priori votre gouvernement pour lui donner une chance aussi infime soit-elle d'engager enfin les mesures de redressement nécessaires. Le Rassemblement national est donc au centre de la vie politique française. Pourquoi donc le Rassemblement national occupe-t-il cette place centrale ? Pour les forces politiques traditionnelles, il présente l'avantage indiscutable de préserver les institutions et donc un système à bout de souffle. Sans lui, sans sa politique, ce serait l'effondrement que tous redoutent. Tous. Macron qui appelle de ses vœux la stabilité, Mélenchon qui propose une cohabitation d'un genre nouveau, et Wauquiez qui réclame ordre et fermeté. Pour le Rassemblement national lui-même, et Marine Le Pen à sa tête, il n'est meilleure préparation des prochaines échéances électorales, dont les présidentielles de 2027, pour devenir majoritaire et prendre le pouvoir. Et dans ce cas, évidemment, le Rassemblement national se satisfera pleinement des institutions bonapartistes, antidémocratiques de la Ve République, contrairement aux affirmations médiatiques. Le Rassemblement national n'est pas un parti d'opposition, non, prêt à tout bouleverser, mais c'est un parti de rechange au service du capitalisme. Depuis des années, gauche et droite crient au feu. La dernière campagne électorale a laissé libre cours à toutes les divagations sur le thème « Le fascisme est à nos portes », comme cela a été de mise dans les années 1970-1980. Bien, on a vu le résultat, et cela vient de loin. En 1992, je réalisais un documentaire pour Envoyé spécial sur France 2, titré « Front National, la nébuleuse ». L'affiliation avec les différents courants de l'extrême droite française, qui n'est pas une simple vue de l'esprit, était clairement mise à jour. Le père Le Pen se régalait dans les petites phrases destinées à envoyer des signaux aux résidus de l'extrême droite fascisante. Mais cette réalité était déjà trompeuse. Et réduire le Front National hier, le Rassemblement National aujourd'hui aux élucubrations du chef, est une sérieuse erreur. Dans les années 90 déjà, le Front National gagnait dans les couches populaires des pans entiers qui n'avaient rien à voir avec le fascisme et son histoire nauséabonde. J'ai en mémoire des gardiens d'immeubles, des petits employés, des chômeurs, déterminés essentiellement par leurs conditions de vie. Les abandonnés, les déshérités, les délaissés, les premières victimes de la mondialisation capitaliste commençaient à fournir les rangs du Front National. Sur le terrain électoral, les premiers effets se manifestaient. En 1983, la ville de Dreux, cité dortoir de plus de 30 000 habitants peuplée à 23% d'émigrés, où le chômage est alors massif, donnait sa première victoire importante au Front National, avec à sa tête Jean-Pierre Stirbois. Celui-ci se targuait de dire tout haut ce que la majorité pensait tout bas, et ça a payé. Dans son ascension, le Front National, Rassemblement National, a bénéficié de la bêtise de ses opposants, incapables d'affronter la réalité politique, préférant les caractérisations à l'emporte-pièce au démontage des positions de Le Pen et de ses amis. Mais il a de plus joui de la complicité active de la gauche.
notamment au pouvoir. En 1986, Mitterrand cherchait à s'appuyer sur le Front National pour affaiblir la droite traditionnelle. C'est ainsi que 35 députés frontistes font alors leur entrée au Palais Bourbon. La dénonciation du fascisme, aussi tonitruante qu'inefficace, allait déjà bon train. Et en 2002, Le Pen père est au deuxième tour de la présidentielle. La gauche, représentée par Lionel Jospin, connaît alors une véritable déculottée. Elle ne veut surtout pas voir le résultat de sa propre politique sociale et économique qui a produit démoralisation, rejet et jeté dans les bras frontistes des millions d'électeurs. Le Front républicain déjà fait élire Jacques Chirac. Depuis, la progression du Front National devenu Rassemblement National et continue notamment sous la conduite de Marine Le Pen, qui engage la bataille de la respectabilité en condamnant les petites phrases du père qu'elle met au banc de son propre parti. Aujourd'hui, le Rassemblement National, avec plus de 9 300 000 voix aux dernières élections législatives, est le premier parti électoral de France. Son ancrage et son renforcement sont impressionnants, dans le nord et l'est de la France notamment, où il recueille le vote ouvrier. Et il réalise une nouvelle percée d'ailleurs, notamment en Gironde, terre socialiste depuis 1988. Et pendant ce temps, l'opposition au Rassemblement National, tous bords confondus, prononce les sempiternels discours sur le thème « Le fascisme est à nos portes, le fascisme ne passera pas » ou autres mots d'ordre du même type, qui ne convainquent pas grand monde tellement ils sont déconnectés des réalités et ont fait la preuve de leur inefficacité. Ces discours permettent en réalité d'éviter la seule question qui vaille. Quelles sont les responsabilités des différents partis de leur politique dans l'ascension irrésistible du Front National et du Rassemblement National dans les dernières décennies? Question qui nous ramène à celle-ci. Comment le Rassemblement National est-il parvenu aux portes du pouvoir? Comment a-t-il gagné un tel impact? Ou encore, comment a-t-il obtenu une telle notoriété dans les couches populaires? Comme pour se rassurer, la gauche et la petite bourgeoisie, voudraient qu'ouvriers et couches populaires, ont basculé vers le Rassemblement National pour laisser libre cours au racisme naturel qui aurait envahi la société française. Les Français seraient racistes, ils auraient donc naturellement quitté la gauche et auraient rejoint le vote frontiste, dégagé, il n'y aurait plus rien à voir. Eh bien non. Ce ne sont pas les couches populaires, les ouvriers qui ont quitté la gauche pour basculer vers le Rassemblement National. Non, non, c'est la gauche qui a abandonné les ouvriers et les couches populaires et les a rejetés dans les bras du Rassemblement National. Cela remonte à loin. Les faits ne trompent pas. 1982-83 avec le tournant de la rigueur. Un peu plus tard, avec la liquidation de la sidérurgie, du textile et de l'industrie en général. Aujourd'hui, de la construction automobile. L'apparition et l'ancrage d'un chômage massif. Et conjointement, l'existence d'une immigration en hausse. Des services publics sacrifiés sur l'autel de la compétitivité. Des conditions de vie dans la France périphérique, la France des campagnes de plus en plus difficiles. Des fonctionnaires maltraités au nom du coût du travail. Tenez, souvenez-vous d'Allègre. Contre les enseignants, par exemple, parlant de dégraisser le mammouth. La trahison est d'autant plus ressentie que tous les gouvernements rivalisent. Tiens, la gauche, avec Jospin, détient le record des privatisations. Et François Hollande, l'homme pour qui mon ennemi c'est la finance, qui a participé à la fabrication de Macron, restera comme le président socialiste qui a servi comme nul autre les grands patrons du CAC 40 et les financiers des fonds de pension. Décidément, on peut affirmer que ce ne sont en réalité pas les couches populaires, les ouvriers, les salariés, les jeunes, les retraités, qui ont fait défaut à la gauche. Non, non, pas du tout. Mais c'est la gauche, ses partis, ses chefs, qui ont tourné le dos aux couches populaires, les ont trahis et jetés dans les bras du Front National puis du Rassemblement National, dont le discours paraissait au moins avoir le mérite de la dénonciation, le mérite de la simplicité et de la clarté, un discours qui usait de la démagogie nécessaire pour capitaliser la haine que provoquaient la politique et les représentants de la gauche et de la droite. J'exagère ? Ah tiens, j'entends déjà la critique. Bien, la fondation Terra Nova, boîte à idées de la gauche au pouvoir, dans les années 2011, formalisait dans une note cette orientation, je cite. « Les ouvriers votent de moins en moins à gauche, disait la fondation. La gauche doit donc passer des valeurs socio-économiques aux facteurs culturels, la tolérance, l'ouverture aux différences, une attitude favorable aux immigrés, à l'islam, à l'homosexualité, la solidarité avec les plus démunis. Déjà, le wokisme, qui substitue aux classes sociales les minorités de genre, les racisés, les noirs, les femmes, les minorités post-coloniales, les minorités religieuses, les minorités de pratiques sexuelles, les LGBTQ+++++, le wokisme donc refuse de la gauche en perdition idéologique et politique
était donc déjà présente dès les années 2010 sans que le terme soit employé comme perspective d'avenir et faisait déjà des ravages dans les esprits qui se veulent éclairés. Sur les valeurs véhiculées par le wokisme, le terrain est à nouveau laissé libre aujourd'hui au Rassemblement national qui recueille les fruits du dégoût provoqué. Le Rassemblement national a l'apparence de l'opposition, le ton de l'opposition, la démagogie de l'opposition, la véhémence de l'opposition. Oui, mais il n'est pas l'opposition. Il en est tout le contraire. Le Rassemblement national qui se présente comme le parti des petits, des désavantagés, des défavorisés n'est en réalité rien de tout cela. Il est un parti de rechange du système au service des capitalistes au cas où ceux-ci feraient appel à lui. Quelques-unes de ses positions sont explicites. Tenez, sur le pouvoir d'achat, il s'oppose à l'augmentation du SMIC, propose la baisse des cotisations sociales, c'est-à-dire la baisse du salaire différé, socialisé, vieux rêve des capitalistes, et l'encouragement à verser des primes au mérite, c'est-à-dire à la tête du client, objet de division du monde du travail. Sur le chômage, Marine Le Pen se veut virulente. Je suis opposé à la philosophie qui est la vôtre, dit-elle aux macronistes, vis-à-vis de l'indemnisation du chômage. Elle consiste à considérer que si les gens sont au chômage, c'est en gros de leur faute. Le discours de Marine Le Pen est à prime abord un discours syndical de base des plus respectables. Oui, mais à prime abord seulement. Car en même temps, elle propose d'amender la loi en disant « Si on vous propose un CDI à l'issue d'un CDD et que vous le refusez, vous êtes considéré comme un démissionnaire, comme ayant choisi une démission qui ne vous ouvre pas droit aux allocations chômage. » Bref. Si vous refusez de pérenniser votre embauche dans un boulot insupportable, un boulot de forçat, ou encore un boulot de merde, comme on dit communément, eh bien, fini le chômage. Le Rassemblement national est ainsi partisan de l'ordre social contre toute manifestation qui remet en cause la propriété privée et sur le fond les privilèges des fortunés. Durant la grève des retraites, par exemple, dans les raffineries, Marine Le Pen a dit soutenir les revendications, mais condamner les grèves et approuver les réquisitions des salariés. Les intérêts des pétroliers étaient là bien défendus contre ceux des salariés. Au Parlement européen, le Rassemblement national soutient les multinationales, ou vote d'ailleurs en faveur des grandes firmes pharmaceutiques. Et en France, il soutient Macron que la gauche a fait réélire. Bref, gauche, macroniste, Rassemblement national, il n'y aurait donc plus rien à faire, plus rien à espérer. Elle n'est pas si sûre. Tout est foutu, mon bon monsieur. Voilà la conclusion à laquelle tout cela devrait conduire pour démoraliser jusqu'au bout ceux qui ne sont pas encore vraiment. Eh bien non. Non, vraiment, non, non. Tout n'est pas foutu. Loin de là. Du moins, tout pourrait ne pas l'être foutu. La compréhension du phénomène Rassemblement national pourrait permettre à ceux qui le désirent, qui mettraient leur ego de côté, de se regrouper, de dégager quelques pistes pour regagner les couches populaires perdues, les couches populaires démoralisées, celles qui sont abandonnées, qui, dès qu'elles le peuvent, comme les Gilets jaunes, hier, prennent la parole et la rue pour dire assez. Ce qui compte, c'est le contenu proposé, le programme, en quelque sorte. Je ne ferai pas ici un long catalogue. On pourra trouver une série de réflexions sur le site La Sociale, dans plusieurs papiers, dont notamment pour regagner l'électorat Rassemblement national, justice sociale, morale et décence commune. On peut juste remarquer que pour renouer avec le mouvement ouvrier et ses intérêts, il faut une véritable ambition sociale, dans la durée, illustrée par des mesures d'urgence immédiates concernant le logement, la nourriture, la santé, l'éducation, l'énergie, concernant en fait les services publics en général. Ça coûterait cher, objectent déjà tous les gestionnaires qui ne savent faire qu'une chose, demander au peuple de se serrer la ceinture pour mieux défendre les intérêts des capitalistes. Eh bien oui. Oui, ça coûterait sans doute assez cher, mais outre que ce qui coûte peut rapporter très gros, les moyens immédiats existent. Tenez, par exemple, la guerre en Ukraine nous coûte des dizaines et des dizaines de milliards, votés par tous, gauche, droite et Rassemblement national confondus, au Parlement de Strasbourg ou à l'Assemblée nationale en France. Eh bien, dans l'immédiat, en disant non à la guerre en Ukraine, à la soumission de la France à l'Union européenne et à l'OTAN, en refusant donc de verser ces milliards et milliards au profit de l'économie d'armement et des capitalistes qui s'enrichissent sur le dos de la misère humaine et de la mort, eh bien il serait possible de réaffecter ces sommes, ces dizaines et dizaines de milliards aux besoins humains, justement à l'école,
à la santé, au transport et aux services publics en général. Oui, les moyens existent, bel et bien, pour une véritable justice sociale et donc fiscale répondant entre autres aux besoins des 10 millions de nos concitoyens qui vivent dans des conditions de pauvreté ou de précarité dans notre pays, là où pourtant l'écart des salaires et des revenus n'a cessé de s'accroître. Tout n'est-il pas que question de volonté politique pour reconquérir la démocratie à tous les niveaux, incompatible avec les institutions de la Ve République et la soumission à l'Union européenne, pour sortir du marasme actuel, économique et social, pour une économie au service de l'homme, et pas l'inverse, prenant en compte les facteurs écologiques et climatiques. Tout n'est-il pas que question de volonté politique pour la laïcité aujourd'hui vis-à-vis de l'islamisme politique, comme hier, vis-à-vis de l'Église catholique, pour la prise en main des questions sécuritaires au sens large, au travail, comme dans la cité, pour la prise en compte du phénomène migratoire, thème aujourd'hui abandonné au Rassemblement national. Oui, tout n'est-il pas que question de volonté politique pour réaffirmer un sens moral contraire à l'idéologie petite bourgeoise ou woke à la mode, rejetée par le plus grand nombre d'ouvriers ou de salariés. Tout n'est-il pas que question de volonté politique pour le rassemblement des bonnes volontés résolument socialistes sur le plan économique et social, et opposé à la décomposition et décadence morale et sociétale au service du capitalisme qui broie travailleurs, ouvriers, salariés et jeunes. Merci d'avoir suivi cette vidéo que je vous invite à partager sans retenue et à commenter largement. Vous pouvez, si vous le désirez, cliquer quelque part sur l'écran, sur le petit pouce en signe d'encouragement et pour permettre à cette vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite à consulter le site La Sociale où avec quelques amis nous publions articles, éditos, analyses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.